maintenant on y est, et pour moi c'est l'essentiel, et je vous dis, je suis vraiment, vraiment très heureux qu'on ait pu sauver Corsair, et je pense qu'on va en faire une très belle compagnie. Et donc le patron, c'est vous? Alors, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'a pas décidé d'aller au quotidien gérer Corsair. Je le fais même pas dans mes hôtels. Simplement, Corsair, c'est un groupe d'investisseurs que je préside avec Eric Rouy, qui en est le directeur général, d'une société qui détient 100% de Corsair. Et donc, il y a une équipe après, un président-directeur général qui s'occupe au quotidien, qui est Pascal de Isaguirre, qui a toute notre confiance et qui va gérer la compagnie au quotidien. Quel est le rôle de celui qui a 100% des actions? Alors, bien sûr, veiller les politiques tarifaires, les achats d'avions, les ouvertures de lignes, enfin, toute la stratégie de la compagnie sera dans le cadre de l'ensemble des actionnaires, avec comme représentant moi-même en tant que président et Eric Khoury en tant que directeur général. Et bien sûr, nous allons impulser la nouvelle politique pour Corsair. C'est bien normal. C'est le rôle d'un actionnaire majoritaire, surtout pas majoritaire, mais qui a 100% des actions. Je rappelle, Thierry Fundéré, qu'au final, ce qui est important dans une entreprise de cette taille, de cette envergure, le désenclavement, arriver à faire en sorte que la Guyane, Mayotte, la Martinique et la Guadeloupe soient ensemble, c'est quelque chose qui, c'est du jamais vu. Nos grands chefs, notre cuisine, notre patrimoine, nos atouts seront mis en avant au travers de Corsair? Alors, vous vous dévoilez, mais je connais votre ardeur pour le faire. Non, c'est vrai que, si vous voulez, vous avez bien compris, une compagnie détenue à majorité par des gens de l'outre-mer, et plus particulièrement, je peux le dire, par des Guadeloupéens, il y a un certain nombre de choses qu'on va faire pour de l'ancrage. Et c'est vrai que l'ancrage, c'est quoi? C'est finalement, tous les avions se ressemblent, hein, c'est des A320, ils ont les couleurs de siège, vous pouvez les changer. Par contre, là où on commence à donner de l'authenticité à une compagnie, c'est lorsqu'on intègre la culture, la musique, la cuisine, la façon de se comporter, la langue. Et là, croyez-moi, on va en surprendre plus d'un. Bien. Le siège de la nouvelle compagnie Corsair? En Guadeloupe. Déjà fait, pris par décision de l'Assemblée générale qui a eu lieu hier. Très bien. Le siège est en Guadeloupe, c'est chose actée, puisque vous savez qu'un transfert de ce siège ne se fait pas comme ça, hein, ce n'est pas le conseil d'administration tout seul, il faut une Assemblée générale, ça a été voté, et le siège est en Guadeloupe, à l'aéroport, là où sont aujourd'hui les bureaux de Corsair, donc c'est acté. Ça implique quoi de manière opérationnelle? Ça veut dire que le centre de décision se fait là. Corsair est dirigé depuis la Guadeloupe, désormais. De toute façon, le président de la société qui a 100% de Corsair est en Guadeloupe. Et c'est moi. Donc, de par cette nature, avec Eric Khoury, nous sommes en Guadeloupe. Donc, il ne s'agit pas de dire que maintenant, ce qui reste à côté de Orly, qui est quand même une grosse base où le personnel... On ne peut pas dire du jour au lendemain, tout le monde va venir en Guadeloupe, mais le centre décisionnel, le centre opérationnel des décisions est aujourd'hui en Guadeloupe. J'ai entendu parler de morale. Je pense que les chefs d'entreprise, les TPE, le moral, il est là. Et particulièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils doivent aborder l'année économique d'une autre façon. C'est-à-dire que nous devons arrêter de rester dans notre coin, de faire des entreprises pour créer nos emplois. Aujourd'hui, il s'agit de développer l'actionnariat, de développer aussi, de profiter du capital risque pour créer des sociétés d'envergure, c'est-à-dire des sociétés de meilleure qualité. Et voilà, donc je pense que c'est cela. Donc je le souhaite aux petites entreprises de leur dire que s'ils veulent passer le cap de 2021, c'est qu'ils doivent réorganiser leur manière de voir le développement économique. Et donc, il faut libérer les énergies, plus d'audace, c'est ça? Libérer les énergies, plus d'audace. De toute façon, nous, à la FTPE, on a lancé la campagne de la relance de l'activité des entreprises. La région Guadeloupe fait la relance économique, et la relance économique de l'État. Nous avons pris le pari de la relance économique, mais aussi d'activité des entreprises, parce que nous souhaitons accompagner, que ce soit dans l'ingénierie financière, que ce soit aussi dans l'ingénierie de gestion, les gestions administratives, pour permettre aux entreprises de passer le cap et de se recréer. Nous devons revoir ça parce que le potentiel de la Guadeloupe est en jeu. Nous avons de quoi faire. Maintenant, nous devons effectivement voir le monde à partir de notre biodiversité végétale, animale et marine. Et aujourd'hui, moi, ce que je dis, les banques doivent rentrer dans le jeu. Ils doivent accompagner la relance.
accompagner le développement économique, ils doivent effectivement développer l'investissement dans les entreprises. Les banques doivent le faire. Et il faut arrêter effectivement parce que vous savez, c'est vrai que nous avons aujourd'hui pléthore de banques de détail. Moi, je sais aussi que nous avons des banques, ils ne sont peut-être pas nombreuses parce qu'ils sont au nombre de deux, qui ont les moyens effectivement de pouvoir accompagner le développement économique de l'Europe. C'est leur rôle, c'est à eux de mettre de l'argent dans l'entreprise. Ce n'est pas, bien sûr, les papas, maman, frères, sœurs, ils peuvent le faire dans l'apport au capital, mais les banques, effectivement, doivent financer leur bilan. Parlons à présent de la CNBT, de ce déficit que vous traînez comme un boulet. Votre prédécesseur vous en retourne la paternité, on n'en sort pas. Et pendant ce temps, ce sont les administrés qui trinquent. Monsieur Fendewe, nous sommes dans un état de droit où on sait comment on peut apprécier la situation d'une entreprise ou d'une collectivité. Il y a deux documents majeurs, c'est le compte administratif et le budget. Donc je vous invite à vérifier le compte administratif de la CNBT de 2010 jusqu'à 2020. Jusqu'à 2014, j'étais président de la CNBT. Et vraiment, je vous invite et j'espère que il y aura une suite. Vérifiez quel était le compte administratif de la CNBT en 2013. Vérifiez quel était le compte administratif de la CNBT en 2014. Il était positif, et largement positif. Vraiment, je vous invite à le faire. Oui, on s'en souvient, vous l'avez largement dit. Voilà, ce qui permet, c'est l'élément fondamental. Maintenant, depuis 2015, mon prédécesseur avait annoncé un déficit prévisionnel. C'était un terme nouveau pour moi, déficit prévisionnel. En général, un déficit règle le passé, mais c'est un déficit prévisionnel. Et on a vu qu'est-ce que cela donne. Aujourd'hui, le compte administratif 2019 est déficitaire de 4,7 millions. Nous avons été élus en juillet et nous avons dû voter un budget. Le budget a été voté à déséquilibre de pratiquement de 7 millions d'euros. Bien que depuis, il y a un certain nombre d'investigations que nous avons pu faire et qui a pu ramener. La seule chose que je peux vous dire, moi, contrairement à mon prédécesseur, je ne passerai pas mon temps à dire qu'il est déficit ou pas. J'ai été élu. Mon rôle aujourd'hui, c'est de régler ce déficit que j'ai trouvé. Nous avons mis en place tout un ensemble de pistes, tout un ensemble d'éléments pour que, et je peux garantir que dans les 2 ans, ce déficit sera réglé. Mon objectif, et là nous sommes en train de travailler, j'espère pouvoir le faire, ce serait que dès 2021, que nous ayons un budget équilibré. Pourquoi? Il y a tout un ensemble de recettes qui n'ont pas été activées. Il n'y a pas eu de demande de subvention au niveau donc, du FEDER. Concernant le transport, il y a des subventions qui pouvaient être activées et qui n'ont pas été réalisées. Et au-delà même du déficit, la situation la plus grave, c'est la situation administrative qu'aujourd'hui, au niveau de la CNBT, puisque même au niveau de la direction générale, donc celui qui est DGS était querellé, donc j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, en fait, etc. Nous avons également le personnel qui depuis 6 ans n'était pas évalué. Vous imaginez, pour le suivi, l'évaluation de la carrière, quand depuis 6 ans vous n'avez eu aucune évaluation, aucune note. Aucun bâtiment de la CNBT n'était assuré. Donc nous avons dû faire le nécessaire. Mais je vous dis ces éléments pour avoir un certain nombre d'explications. Mais mon rôle, ce n'est pas de m'étendre sur cela. J'ai été élu et j'ai précisé qu'avec l'ensemble des élus, les 40 élus, et d'ailleurs j'ai donné de larges délégations pour que nous puissions ensemble assainir cette situation et que la CNBT soit à nouveau une structure qui permet la mutualisation, mais surtout du développement. Et pour cela, nous avons un projet important. Le GUSR, votre parti, s'est ancré encore plus dans le paysage politique local. Hein. On l'a vu lors des dernières municipales et communautaires. Hein. Vous avez consolidé votre maillage territorial. Quelle est votre analyse de la situation politique du pays ? Donc aujourd'hui, la situation politique du pays est conditionnée aussi à cette crise sociale où tout est modifié. Puisqu'il est vrai que nous avons eu des élections municipales et le lendemain, c'était le confinement et depuis, c'est des couvre-feux, donc il n'y a pas un fonctionnement normal de la vie politique. Pourtant, le GUSR en tant que parti politique qui veut mettre en avant cette notion de responsabilité tout en gardant la solidarité qui caractérise notre territoire, nous avions entamé tout un ensemble de démarches pour l'implantation sur tout le territoire. Et d'ailleurs, demain, je serai à Terre-de-Bas pour la mise en place de comité communal de Terre-de-Bas. Ensuite, ce sera à Saint-François. Nous venons de le faire à Sainte-Anne. Nous allons le faire à Capesterre ou Lamentin, sur l'ensemble des territoires, de manière à ce que
qu'on soit à Petit-Bourg, à Morne-à-l'Eau, que ces valeurs que nous défendons, le côté penser Guadeloupe, agir Guadeloupe, puissent voir le jour. Et au-delà donc de la crise sociale, des conséquences de la crise sanitaire, des conséquences sociales et économiques, ce que, en tout cas c'est mon analyse, cela nous a permis de se réconcilier avec notre Guadeloupe, avec notre environnement, avec notre identité, avec notre culture, sans pour autant que cela soit embrigadé dans des schémas idéologiques, enfin, mais on sent cette prise de conscience au niveau donc, de chaque Guadeloupéen, quelles que soient ses conditions sociales, et cela renforce encore le fondement, cela renforce encore cette détermination. Pour moi-même, en tant que responsable politique, et ne serait-ce que le dossier de l'eau nous montre qu'on doit pouvoir penser et agir de nous-mêmes. Concernant le Templin-Doux, je voudrais très rapidement dire que c'est une affaire qui défraie la chronique, mais où le maire que je suis, je voudrais vraiment que les choses se passent de façon pacifiée, et c'est le rôle du maire d'ailleurs, et tout en respectant la loi, et en rappelant tout simplement que c'est vrai qu'il y a eu un permis qui a été délivré, qui est tout à fait légal. Ce n'est pas un permis de complaisance, pas ni pour biter en bafé, mais c'est pour un projet d'étable, pour un projet agricole. Et donc ce n'est pas pour le Templin-Doux. C'est vrai que le Templin-Doux n'a pas d'autorisation d'urbanisme, comme la grande majorité des Templin-Doux au pays. Et donc par conséquent, je pourrais dire d'ores et déjà, c'est une affaire qui est devant le tribunal. On m'a demandé de me prononcer. Et j'irai dans une démarche de régularisation de ce Templin-Doux. Donc je dis très clairement, je ne suis pas pour la démolition du Templin-Doux, même si on aurait pu aussi me reprocher de laxisme, parce que je tiens à signaler, parce que j'ai vu, et c'est très grave, et je le dis, permettez-moi de le dire, il y a un document qui circule sur WhatsApp qui vient de mes services. Ça veut dire qu'il y a un fonctionnaire qui a manqué à son devoir de réserve pour des raisons de politique politicienne, pour la démagogie politicienne. C'est extrêmement grave. Nous allons en reparler le moment venu. Depuis l'élection de Cédric Cornet à la tête de la CARL, ça se passe comment? Alors, je vais être clair là-dessus. Je suis un maire, élu démocratiquement. Donc tous les maires qui composent la CARL, le maire du Gossier, le maire de Saint-François et le maire de la Désirade, qui sont des nouveaux maires, nous sommes là pour travailler pour l'intérêt général. Ça c'est clair. Et dès lors qu'il s'agit de sujets d'intérêt général, et donc bien évidemment, il est important. Maintenant, il est vrai que lorsque nous ne sommes pas d'accord, ou en tout cas si nous estimons que ce projet ne va pas dans notre sens, ou en tout cas nous estimons que ce n'est pas dans l'intérêt général, c'est comme lorsqu'on a voulu nous faire adopter le statut de la société publique locale pour l'eau, on a voté contre et on a bien vu qu'effectivement que c'est tombé à l'eau, sans faire de jeu de mots. Mais je veux dire très clairement que moi je n'ai pas de problème personnel avec le président. C'est vrai qu'il a certaines pratiques, il a certaines méthodes, voire certains comportements qui ne sont pas les miens. Et dès lors qu'il sera dans cette posture, effectivement, de pratique, de méthode et de comportement qui ne sont pas les nôtres, eh bien, il sera... Vous parlez de quoi précisément là? Il sera systématiquement... Je serai en opposition frontale avec lui. Je parle notamment dans la communication, dans l'échange. Je pense que, voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que je voudrais être très clair là-dessus. Et pour moi, il n'y a même pas de schéma à faire. Quand je le dis, c'est très clair. Donc, de côté, nous sommes là pour travailler pour l'intérêt général. Mais dès lors qu'il y a des comportements, des méthodes et des pratiques qui ne sont pas les miens, eh bien, il y aura opposition frontale et je vais le faire savoir. Et je le fais savoir. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il faut plus de pouvoir local au niveau des Outre-mer, ou il faut toucher à ça avec des mains tremblantes? Alors, il faut s'entendre. Hein. Plus de pouvoir local, ce n'est pas la multiplication des pouvoirs locaux. Et je pense qu'on a ici caricaturalement la démonstration que l'empilage de strates de décision, avec des précarés, avec des duels d'ego, avec des complexités, avec des coûts qui s'empilent, ça n'est pas la bonne solution. Pour autant, et moi je suis un régionaliste convaincu, y compris s'agissant de l'Hexagone, je pense que c'est le moyen d'être plus pertinent finalement, plus pragmatique, mais il faut que les collectivités se fixent des objectifs ambitieux et se donnent les moyens de leurs ambitions. C'est certainement pas plus d'effectifs, c'est pas plus de budget, c'est plus d'efficacité et plus de rapidité. Oui, et il faut aussi que les collectivités payent les entreprises en temps et en heure. C'est scandaleux. Oui. C'est scandaleux. La situation que les entreprises guadeloupéennes vivent est scandaleuse.
scandaleuse. Il y a des lois, les lois ne sont pas respectées par certaines collectivités locales, voire par certains hôpitaux, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas en temps et en heure leurs fournisseurs. Il ne faut pas s'étonner après s'il y a des entreprises en difficulté, il ne faut pas s'étonner s'il y a des licenciements, il ne faut pas s'étonner s'il y a des appels d'offres infructueux. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est aux personnes qui incarnent la légalité de donner l'exemple. Il n'y aura pas de carnaval cette année, les autorités ont été claires là-dessus. Là encore, un gros manque à gagner pour les commerçants. C'est énorme. C'est énorme et je peux vous dire que ceux qui vivent de ça, ceux qui font leur saison là-dessus sont très inquiets et je les comprends. Nous espérons uniquement que tout ce qui a été mis en place sur la période économique, le pré-rebond, le PGE, le fonds de solidarité, que ça va être maintenu, qu'il y aura un peu plus de chômage partiel à prise en compte parce qu'aujourd'hui, vous descendez à Pointe-à-Pitre, même ailleurs, hein, pas qu'à Pointe-à-Pitre. Hein, les après-midi, c'est comme s'ils étaient morts, on aurait pu fermer. Hein, d'accord. Et donc, il va forcément avoir un problème. Le PGE, 25% du chiffre d'affaires annuel, ne suffira pas. Vous ne pourrez pas demain satisfaire à un remboursement avec un actif qui n'existe plus. Ça ne sera pas possible. Et donc, on s'attend à pas mal de soucis, en espérant que l'État a entendu nos doléances, parce que nous ne sommes pas restaurateurs, nous ne sommes pas hôteliers, et donc nous ne sommes pas commerce essentiel, et donc nous avons subi de plein fouet, et je dirais, ça fait pas loin d'1 année. Et donc, c'est très compliqué à manœuvrer. Ceux qui avaient un peu de trésorerie, aujourd'hui, bon, ils sont exempts de trésorerie, et donc forcément, il faudrait avoir, pour la très petite et moyenne entreprise guadeloupéenne dans son ensemble, il faudrait avoir une oreille un peu plus attentive pour une raison toute simple. Nous sommes un micro-marché assujetti à des règles de macro-marché. Forcément, tôt ou tard, des choses qui durent sur 1 an, ça ne peut que laisser des traces. Lors de votre réélection, vous avez prôné dans ce pays l'émergence de ce vrai dialogue local auquel vous venez de faire allusion. Oui, qu'entendez-vous par là? Le dialogue local, c'est ce qui nous fait défaut. Le dialogue local, c'est le dialogue qui ne nécessite aucun arbitrage extérieur. C'est le dialogue qu'on est capable de mener en interne, avec des règles qu'on définit ensemble. Lorsqu'on ne sait pas dialoguer localement, et ça je l'ai toujours dit, on bénéficie d'un arbitrage extérieur. On a aujourd'hui, en 2021 en Guadeloupe, une prétention à la souveraineté sur certains domaines, la souveraineté alimentaire. On a une prétention à l'autonomie sur certains domaines. Mais lorsqu'on se rend compte que sur le dialogue, on a besoin d'être tranché par un arbitre extérieur, on rentre dans une situation de dépendance et on s'enfonce dans une situation de dépendance. Et moi, en tout cas, c'est ce que je voudrais faire partager à chacun. Faisons en sorte que nous n'ayons pas besoin d'arbitres extérieurs et ne faisons pas naître des conflits pour toutes sortes de raisons. Prouvons au monde, et je le dis bien, au monde, que nous sommes capables localement de discuter entre nous. Oui. Alors, comment construire et faire vivre ce dialogue local que vous prônez? Déjà, il faut y croire. Il faut y croire. Ça, c'est le préalable. Il faut une foi dans le dialogue local. Deuxièmement, il faut savoir où ça peut nous mener. Si on a des objectifs qui consistent à construire l'avenir et à protéger nos enfants sur un territoire qu'on maîtrise, on va comprendre l'intérêt du dialogue local. Si on a des objectifs qui consistent à dire « moi je suis dans telle posture et j'ai décidé que tout en Guadeloupe s'explique par un dualisme que je fais naître partout, entre nous contre les autres », évidemment, on n'ira nulle part avec ça. Pour être un président tranquille au Césaire, il faut fermer les yeux sur les conseillers syndicalistes qui ne siègent que très rarement et qui veulent toucher leur argent? Ce serait une erreur de chercher à être un président tranquille, et ce serait une deuxième erreur de fermer les yeux. Bien au contraire, je préfère être un président compétent. Et je préfère être le président de tout le monde, en fait, de toutes les composantes du Césaire. Et donc je ne peux pas fermer les yeux sur des membres, bien au contraire. Et même les membres qui refusent de rentrer dans cette dynamique collective de travail, mon invitation, elle est toujours valable. L'invitation, c'est une invitation à travailler ensemble. Je le précise bien, ce n'est pas une invitation à m'aimer. Ce n'est pas une invitation à me suivre, c'est une invitation à travailler ensemble avec d'autres organisations qui ont compris cette règle-là. Oui. Conseiller économique et social régional, c'est pas être rentier. Non, c'est être un technicien. C'est être un technicien, c'est être capable de représenter l'organisme qui nous a nommés et c'est être capable de participer à une entreprise collective. Oui. Ce sont vraiment les deux conditions. Mais être un technicien, venir au Césaire sans aucune technicité consiste à occuper un espace
Et cet espace, après, on l'instrumentalise comme on veut. L'indemnité se monte à combien pour un conseiller? Alors l'indemnité d'un conseiller, elle est d'un peu moins de 1 000 euros, avec une petite majoration. Oh, oui. C'est pas mal, mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est parfaitement justifié. C'est du travail en fait, c'est du travail. C'était une indemnité qui n'était la contrepartie d'aucun travail fourni, effectivement ce serait scandaleux. Mais c'est une indemnité qui est censée, supposée, être la contrepartie d'un travail. Oui. Et donc il faut la mériter. En principe, il faut la mériter. Je pense que c'est un petit peu une règle des fonctionnements des sociétés modernes. Et c'est ce qui vous vaut des problèmes? Je pense que ce qui me vaut des problèmes, c'est que je ne suis pas là pour faire de la politique. Je ne suis pas là pour ne pas dire les choses. Je suis là pour animer un groupe de travail. Je suis là pour imprimer comment dire, des objectifs à atteindre. Je suis là pour définir une méthodologie pour qu'on les atteigne, en fait. C'est un petit peu comme ça que je conçois ma mission. En tant que maire du Gosier, j'inaugure ce mois-ci le surpresseur de Poussette. Le mois prochain, le surpresseur de la Brousse, qui fait que tous ces secteurs seront alimentés en quantité et en qualité d'eau dans les jours et les semaines qui vont arriver. Nous avons payé pour le surpresseur de Des-Hauteurs pour que la zone de Moreau, de Sainte-Anne puisse avoir de l'eau. Nous avons payé pour le surpresseur de Saline pour que Margaillard, Beaumanoir soit alimenté. Regardez, avant, il y avait toujours des manifestations. Maintenant, il n'y en a plus parce qu'aujourd'hui, depuis qu'une pièce est cassée, le jour même, je l'achète pour pouvoir faire en sorte de réparer. Sans compter qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a une volonté de gouvernance de l'eau. Nous avons été les premiers acteurs dès juillet où nous avons convoqué au Palais des Sports tous les présidents de PCI et qui a débouché au mois de décembre sur une CTAP. Donc aujourd'hui, on a deux choix. Soit la loi Bénin avec M. Théophile et on intègre tout le monde automatiquement, ou soit la CDCI qui a été déclarée hier ouverte en réunion et qui est maintenant accordée, on pourrait aussi avoir le syndicat qui pourrait être ouvert dès le mois prochain. Sur ce dossier de l'eau, les EPCI, entre guillemets, GUSR, comptent donc résister, c'est ça? Moi, je redis encore, je n'ai aucun parti politique. Moi, je travaille pour le Gosier et la Carle. Tiens. Aujourd'hui, la preuve, est-ce qu'on m'avait déjà vu dans une réunion d'un parti politique? En 11 ans, jamais de la vie. Cédric Cornet, il est libre, je suis libre de mes choix. Pour moi, mon seul parti, c'est la Guadeloupe. Le quotidien de Cédric Cornet, maire du Gosier. Alors, c'est lever très tôt, 4 h du matin, et coucher très tard, 22 h, 23 h. C'est ça mon quotidien. Ça a changé votre vie? Oui, puisque au final, on va de réunion de travail, sur le terrain, régler des problèmes, éteindre des feux. Et ça, du lundi au dimanche, c'est vrai que c'est très physique. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, je ne laisse pas le feu prendre, donc je suis sur le terrain à chaque fois pour régler les problèmes. Mais c'est ma passion. En gros, je ne considère pas que c'est un travail. Être président de la Carle et maire du Gosier, je le fais avec amour. Et je le fais parce que j'aime les Gosiens et j'aime les habitants de la Carle. Donc je me donne à 200% pour les satisfaire et faire en sorte que dans 6 ans, lorsqu'on fera le bilan, qu'ils puissent voir toutes les réalisations et tout le service public qui a été amélioré au Gosier, à Sainte-Anne, à Saint-François et à Désirade. Le SIAG, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, n'est pas en cessation de paiement. Non, le SIAG n'est pas en cessation de paiement. Vous êtes en cessation de paiement lorsque vous ne pouvez pas payer vos dettes parce que vous n'avez pas assez de créances. Le SIAG, c'est 73 millions de créances et 39 millions d'euros de dettes. 73 millions d'euros de créances, 39 millions d'euros de dettes. Et dans les 39 millions d'euros de dettes, vous avez 35 millions qui vont pour l'Office de l'eau, pour le conseil départemental, pour la TVA et pour le point de mer. Donc à peu près 4,5 millions pour les fournisseurs courants. Face à ça, vous avez 73 millions de créances, dont les principales, par exemple, Eau d'Excellence qui ne paye pas 14 millions d'euros. Voilà quoi. Et là, nous sommes en train de faire rentrer l'argent. Et c'est pourquoi la situation de trésorerie s'améliore, va s'améliorer sous le mois de février, s'améliorer sous le mois de mars, avril, mai, juin. Voilà. J'ai fait un prévisionnel jusqu'au 31 août qui prouve que le SIAG n'est pas en difficulté financière. Et j'ai proposé à nos fournisseurs, c'est-à-dire les 4,5 millions, de faire un mois à 3 pour payer ces fournisseurs-là. Et Très ensuite, bien. sur les créances publiques, Office de l'eau, conseil départemental, c'est l'Office de l'eau. À eux deux, ils font à peu près 25 millions d'euros. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, ça va être réglé. Tout le monde paye, à l'exception de CAPEX. Alors, il n'y a pas que CAPEX qui ne paye pas. À travers CAPEX, c'est surtout Eau d'Excellence. Ouais. C'est pourquoi l'appel a été bien fait à
à Marlène Mélis et à Eric Jalton de payer ce qu'ils doivent. D'autant plus que Marlène Mélis dit partout que la situation financière de Haut-Excellence est bonne. Alors quand on a une situation financière qui est bonne, eh bien, il faut savoir payer ses dettes. Il y a aussi la communauté d'agglomération du Sud-Bastère, il y a des hôtels, il y a des institutions, et le travail est en train d'être fait. Et comme je vous dis, l'engagement que j'ai pris pour les Guadeloupéens, c'est de ne pas dire que ce n'est pas la ménagère, ce n'est pas notre retraité qui doit être seul à payer, c'est tout le monde devra payer, et particulièrement sur les créances publiques. Je suis très attaché à faire en sorte que les créances publiques soient payées, et elles le seront. On est sur une situation sanitaire extrêmement grave en Guadeloupe, et il n'y a pas que le SIAG, que le territoire du SIAG. Vous allez retrouver ça dans le Sud-Bastère, où on n'a pas réglé correctement le problème de l'assainissement. Dans le Nord-Bastère, pareil aussi. Et donc, tout le monde parle du SIAG, mais en réalité, c'est tout le territoire de la Guadeloupe qui est gangréné en ce moment par les pollutions liées à un mauvais traitement des eaux usées. Donc c'est un scandale environnemental. Un gros scandale. Un gros scandale. On peut l'appeler le scandale de l'environnement en Guadeloupe. Bien. Encore plus, on parle beaucoup de l'eau potable, qui est un gros scandale, mais le problème de l'assainissement, et je l'avais dénoncé très tôt, c'est un scandale incroyable. Et il va falloir que la France rende des comptes à l'Union européenne par rapport à ce scandale sur un territoire, 2 territoires français qui sont concernés à ce niveau-là et sur lesquels l'État doit faire un effort conséquent, la Guadeloupe et Mayotte. Voilà. On ne peut pas considérer les territoires ultramarins comme des territoires de seconde zone. La santé publique, elle est valable. Que vous soyez guadeloupéen, que vous soyez martiniquais, que vous soyez parisien, que vous soyez marseillais, on est des êtres humains. Et la responsabilité de l'État à ce niveau, où l'État a tendance à vous dire « Oui, mais vous étiez en charge, vous avez la responsabilité de le faire », il va falloir que l'État s'intéresse à ça et nous rendrons des comptes, moi je l'ai dit à l'État, à la Commission européenne. Parce que l'État a une responsabilité lourde dans cette dégradation. Il y avait des systèmes de contrôle, il y avait des services qui devaient fonctionner, ça n'a pas fonctionné pendant des années et des années. Alors on ne veut pas que les vérités se disent. On a laissé faire. On ne veut pas que les vérités se disent, mais de toute façon les vérités elles se diront. Arrêtons de faire en sorte que les créances du SIAG ne soient pas réglées pour pénaliser le fonctionnement, parce que qui on pénalise? Ce n'est pas le président du SIAG ou les gens du SIAG, on pénalise des usagers. Et si on n'a pas compris ça sur un territoire de 1600 km² comme celui de la Guadeloupe, qu'il faut arrêter cette division et cette guerre effrénée à la quête d'un pouvoir absolu, on n'aura pas Vous découvrez pas la Guadeloupe. Mais je dis qu'à un moment donné, il faut que les hommes arrêtent. Et que les Guadeloupéens n'ont pas besoin de ça. Et je ne veux pas rentrer dans le champ de la polémique. Je dis tout simplement aux gens d'arrêter. Et de toutes les façons, s'ils n'arrêtent pas, moi j'ai la ferme intention d'utiliser tous les outils juridiques qui me sont permis pour faire en sorte que les intérêts des usagers du SIAG soient préservés, et ils le seront. Voilà. Bien. Le SIAG n'est pas mort, hein, donc c'est ce que vous souhaitez dire à l'opinion. Et pour ça qui devait tuer SIAG là, il faut tuer. Tous ces gens qui devaient tuer SIAG là et qui devaient tuer Guadeloupéen, patrimoine guadeloupéen, eh bien, il faut tuer. On vous a rarement senti, vu aussi Moi, je suis déterminé et combatif. Je suis d'autant plus déterminé quand je trouve qu'on porte atteinte. Là, je me rends compte que là, sur une histoire, une polémique politicienne, on veut porter atteinte au patrimoine des Guadeloupéens, à la culture guadeloupéenne, à l'identité guadeloupéenne. Et on est en train de manipuler, on est en train de créer comme ça, d'allumer des petits incendies pour faire une espèce de gros incendie. Il ne faut pas faire ça parce que ça va détruire la Guadeloupe. On ne construit pas la Guadeloupe sur la division. Vous savez quelque chose? Il y a une question qui se pose tout simplement. Pourquoi un usager est contrarié quand il n'y a pas d'eau au robinet? Je vous donne le mille. Est-ce que vous avez, vous? Non, vous n'avez pas. Eh bien, toutes les contrariétés sont difficiles à vivre. Oui, bien voilà. Et donc, tout simplement, parce que... Certaines plus que d'autres. Voilà. Et justement, des choses simples de la vie, des besoins naturels de l'homme et de la femme, quand il va aux toilettes, il a besoin d'avoir de l'eau pour nettoyer. Quand il a besoin de se laver, il a besoin de l'eau pour se laver. Aussi, c'est un vrai scandale de priver le peuple du produit essentiel qui organise sa vie. Parce que s'il n'arrive pas à faire ce nombre de choses, il ne peut pas sortir. Il peut avoir un rendez-vous chez le médecin, il ne peut pas aller. Il peut avoir un rendez-vous pour un emploi où il est sollicité. Et surtout, ne pas pouvoir aller parce qu'il n'a pas pu se préparer, il n'a pas pu se mettre dans des conditions pour aller chercher de quoi alimenter sa famille. La période de transition entre maintenant et la dissolution effective du SIAG inquiète les usagers de l'eau? Inquiète pas plus que ça. Ce qui nous inquiète, c'est l'attitude des élus qui cherchent à jouer la montre
pour arriver au 1er septembre 2021 et que tout ne soit pas réglé. Or, nous nous posons en obstacle à cette démarche-là. Pour nous, il n'est pas question de laisser les mêmes qui ont emmené la Guadeloupe où elle est actuellement dans la gestion de l'eau, dans le scandale de l'eau que nous connaissons. Nous entendons à ce que, et maintenant, qu'on puisse, très rapidement là, et c'est possible, très rapidement, il faut qu'on le sache, et nous appelons la population justement à être attentif et véatif sur ce sujet-là, attentif et véatif, pour que dès maintenant, nous sachions comment tout ça va se géré. Parce que nous n'entendons pas être les dindons de la farce, nous n'entendons pas être encore le cochon payeur et que les autres finalement passent par la caisse et se remplissent ses poches. Ils savent, ils sont tous responsables. Et quand on a une responsabilité et on n'a pas rempli la responsabilité, on devient coupable. L'Union des entreprises, je lance un appel, hein, tous ceux qui se présentent et tous ceux qui feront la demande, nous les recevrons à l'Union des entreprises, tous les candidats. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons créé et nous avons réfléchi un certain nombre de chefs d'entreprise, mais pas que, je dirais, à une vision de la Guadeloupe qui s'appelle le Jardin Créole. Et au travers de cette vision de la Guadeloupe qui reprend un ensemble de débouchés, mais aussi de projets qui peut pousser et bâtir la Guadeloupe de demain avec les jeunes que nous avons, nous sommes prêts aussi à apporter notre contribution aux idées, mais pas que. Ah, pas que. C'est réactif alors. Ben oui, vous savez, je vais vous dire, quand on regarde un petit peu qu'est-ce qui va faire le développement de la Guadeloupe demain matin, c'est le monde économique. Vous savez, regardez aujourd'hui, c'est pas l'administration, c'est pas qui embauche, c'est pas les collectivités qui ont pléthore, je dirais, aujourd'hui, qui ont fait leur part, parce qu'à un moment donné, qui ont rempli leur engagement sociétal et social à un moment donné. Il fallait le faire, ils l'ont fait. Aujourd'hui, comme on dit, ils sont un peu embêtés avec ça parce qu'effectivement, leur ratio entre endettement et investissement, il y a plus de frais de fonctionnement, je dirais, que d'investissement. Donc nous voulons, je dirais, petit à petit, nous sortirons de ça, me semble-t-il, et j'ai confiance parce que nous avons aujourd'hui des bons maires et des maires capables, je dirais, qui sont conscients qu'effectivement ils ont un devoir, je dirais, social et sociétal, mais aussi qu'ils ont un devoir d'investissement. Donc nous sommes conscients qu'aujourd'hui le monde économique a sa part à apporter, voire ses idées, à condition qu'elles soient quelque part bien reçues. Nous donnerons et nous donnerons nos idées sans compter. Je vais vous dire pourquoi je suis optimiste. Je suis optimiste parce qu'à chaque fois aujourd'hui que je rencontre des jeunes Guadeloupéens, ça me redonne le moral, que je n'ai pas perdu, hein, mais ça me redonne du moral, mais ça me redonne aussi une vraie couche d'optimisme parce que nous avons des jeunes qui ne veulent pas rentrer parce qu'ils ne trouvent pas, ou qui ne veulent pas rentrer parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer, il faut le dire, parce que là où ils sont bien. Et qu'ils ne veulent pas rentrer pour une troisième chose, c'est qu'il n'y a pas d'offre non plus à leur portée, parce que ce sont des jeunes à la tête bien faite, qui ont fait des super études, qui sont dans des multinationales ou dans des banques ou dans le monde financier, et qui n'ont pas place pour l'instant en Guadeloupe. Le Rassemblement national, au contraire, regardez, je suis la seule députée qui a été élue au niveau du Rassemblement national. Marine Le Pen a pris la seule petite Guadeloupéenne, Madame Pio Bacas, pour défendre les Outre-mer, apporter les couleurs des Outre-mer au Parlement européen. Moi, je suis fière et je dis merci à Madame Le Pen parce qu'aujourd'hui, je suis au Parlement. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas c'est quoi les ultramarins. Parce que vous savez, hein, on a 9 régions ultrapériphériques, Monsieur Fandéré, dont nous en avons 5 au département français, 2 les îles Canaries, 2 l'Espagne. Vous avez plusieurs pays qui ne savent même pas c'est quoi les Outre-mer. Ouais. Et c'était important aujourd'hui de pouvoir défendre les départements d'outre-mer. Les régions ultrapériphériques dans l'Europe sont quand même bien identifiées, bien connues. Hein. Je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. On n'a pas d'équité quelquefois. Ce n'est pas les mêmes aides. Si on ne se bat pas quelquefois, c'est pas évident. Je prends l'exemple de l'agriculture sur le POCI. Je pense aussi à la pêche traditionnelle
que je me suis battue avec mon groupe, avec d'autres députés de d'autres pays, pour pouvoir gagner ces aides pour les pêcheurs. Parce que je le dis, parce que bien souvent, j'entends au niveau régional qu'ils disent qu'ils ont gagné, qu'ils ont voté, que c'est leur argent. Ce n'est pas l'argent de la région, hein, c'est l'argent du citoyen lambda guadeloupéen qui a. Parce qu'il faut savoir que nous, les Guadeloupéens et la France, nous donnons plus d'argent à l'Europe qu'ils nous donne. Il faut le savoir. Hein. L'immigration est bien maîtrisée en Guadeloupe ou vous en appelez à plus de fermeté de la part des autorités? Alors moi je dis, je ne suis pas contre l'immigration, mais je veux quand même qu'il y ait l'immigration qui soit contrôlée. Pourquoi? Parce que vous savez, je visite pas mal de pays en tant que député européen, je vois le Danemark, je vois quand même la Suède, ils ont les immigrés, mais l'immigration est contrôlée. Et c'est ce qui est important pour moi, parce que moi je suis dans l'agriculture. On est bien content d'avoir la main-d'œuvre haïtienne, c'est important, mais il va falloir régler les personnes qui sont en situation irrégulière avant tout, avant que d'autres personnes rentrent dans le pays, pouvoir régler ces situations, parce qu'on a des gens, ça fait plus de 5 ans, 10 ans qui n'ont pas de papier. J'ai rencontré un monsieur qui est d'origine haïtienne qui me disait que les enfants sont nés à Saint-Martin en Guadeloupe et les papiers ne se sont pas faits et la maman, elle retourne et les enfants sont là. Je pense quand même, il faut être humain quand même. On n'est pas contre l'immigration, que ça soit contrôlé, et puis aussi que l'argent aussi reste en Guadeloupe pour l'économie guadeloupéenne, c'est important pour moi aussi. Et puis aussi la priorité aussi pour donner aussi le logement aussi à nos Guadeloupéens aussi avant tout, c'est important. Le pays Guadeloupe n'est pas dirigé. Vous rendez une crise comme ça, Thierry Fonderet, une crise sanitaire comme ça, où le silence est, je n'allais pas dire d'or, où le silence est l'amnise. C'est-à-dire aujourd'hui, à un moment pendant le confinement ou avant ou après le confinement, on a entendu quelques balbutiements. Mais aujourd'hui, sur les vaccins, à part aller se faire vacciner pour faire la promo, on n'entend pas beaucoup les voix politiques qui expriment le ressenti des Guadeloupéens. Il n'y a qu'à regarder les sondages et les micro-trottoirs qui se font. Quand même, un homme qui est élu, il sait que son peuple a peur. Aujourd'hui, qui rassure les Guadeloupéens? Ça n'est pas aller se faire piquer. Tout le monde met en doute le fait qu'ils allaient se faire piquer et que c'était du sérum physiologique, par exemple. Ils le savent. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas une pédagogie, comprendre l'inquiétude des gens? Non, on dirait que le rouleau compresseur doit passer, la politique gouvernementale doit absolument faire son chemin et en Guadeloupe, il n'y a pas d'opposition, on n'entend aucune voix s'élever, le pays n'est pas dirigé. Alors il est dirigé économiquement, les subventions, les chèques sont signés, je pense que les choses vont relativement bien à ce niveau-là, et encore je ne suis pas dans les petits papiers, administrativement, mais politiquement, le pays n'est pas dirigé. Et depuis très longtemps, le pays n'est pas dirigé politiquement, et la Guadeloupe souffre de ça. Il va falloir vraiment, alors il y a le côté gestion voilà, économique et tout cela, mais il faut un pouvoir politique en Guadeloupe. Parallèlement et face à la France aujourd'hui, surtout avec ces nouveaux quadras qui sont au pouvoir en France, qui ne jurent que par l'économie, il faut en face que la Guadeloupe ait une vraie force politique pour répondre à ces gens-là et pas s'opposer forcément. Donc vous plaidez pour un pouvoir politique fort en Guadeloupe? Un pouvoir politique fort qui tienne compte des volontés populaires et du ressenti de la population. Un pouvoir politique fort qui pourra se faire entendre et respecter par l'État français en attendant qu'on évolue vers un autre statut ou des choses comme ça. Mais déjà aujourd'hui, même sans parler de statut ou d'institution, nous ne sommes pas respectés. Je ne vais pas revenir sur le World Trade Center ou des choses comme ça où on voit régulièrement, c'est pas seulement pour le World Trade Center, il y a d'autres cas et avec d'autres politiques, d'autres forces politiques. Nous avons des sénateurs en marche qui sont des bénis oui-oui, qui ne disent rien du tout, qui s'opposent mais vraiment à la marge. On ne sait pas où ils sont. Donc aujourd'hui, la Guadeloupe ne peut pas être dirigée selon la volonté du gouvernement français. Il faut proposer, il faut une force politique pour, j'aime pas le terme s'opposer, mais il faut être debout en face de ce gouvernement, quel que soit le gouvernement qui serait là. Mais je dis qu'aujourd'hui, avec cette espèce de ni gauche ni droite qui existe avec Macron, nous avons vraiment besoin, de là où nous sommes, compte tenu de notre culture, compte tenu de notre positionnement géographique sur la planète, nous avons besoin d'une force politique qui fasse entendre à la France qui nous sommes et qui nous respecte en tant que telle. Vous
croyez que je vais attendre les remontées dans le système d'information? Ce serait une gestion administrative de l'épidémie. L'objectif, c'est de réagir tout de suite. Donc vous êtes dans la réactivité. Exactement, c'est opérationnel. C'est de la gestion d'épidémie opérationnelle. Vous savez, la gestion opérationnelle de crise, c'est ma spécialité et je sais combien il est important à la fois d'anticiper et de réagir très vite. On a fait en sorte d'essayer, quand la situation est calme, d'embêter le moins possible les gens en faisant simplement de la communication plutôt positive. Covid attitude, par exemple, les campagnes de Covid attitude. Moi, je suis d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas être tout le temps dans la sanction, dans le négatif. Au contraire, il faut essayer de convaincre. Il faut être dans la conviction. Donc, tout ce travail de campagne Covid attitude, les sketchs avec Mamie Yeyette, les artistes qui nous ont soutenus, Wervana et tous ces artistes, Eddie Riner, etc. Donc, on était dans la communication positive pour essayer de convaincre. Donc, l'objectif, c'est de ne pas être anxiogène. Maintenant, est-ce que dire la vérité aux gens, bien sûr que ça peut créer une angoisse, mais c'est la vérité. Nous sommes aujourd'hui dans une phase d'accélération. J'espère que collectivement, on va la freiner et on ne montera pas à ce à quoi on est monté en septembre-octobre. Alors, évidemment, quand on a 19 ans, on est censé être en bonne santé. Alors, quand on dit qu'ils sont porteurs de comorbidité, alors on pense qu'ils sont en fauteuil roulant, qu'ils ont des handicaps. Non, pas du tout. Il est juste en surpoids. Il est juste en surpoids. Et je ne sais pas comment il faut le dire. Ici, on a beaucoup de gens en surpoids. Mais ces gens-là devraient courir dans les centres de vaccination pour se faire vacciner. On a beaucoup de diabétiques. Ils devraient courir dans les centres de vaccination. On a beaucoup d'insuffisants rénaux. Allez vous faire vacciner. Allez vous faire vacciner. Et pourquoi ce discours ne passe pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, moi, en tant que directeur général du CHU, je n'ai pas toutes les réponses. Moi, je fais le constat que 98% des patients qui sont chez nous pour Covid, soit en réanimation, soit dans les lits de médecine Covid, ils ne sont pas vaccinés. Ou alors, ils ont un schéma vaccinal incomplet. Ils ont peut-être reçu la première dose 3 jours avant leur contamination. Donc, le vaccin, c'est la réponse. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il faut que les gens comprennent bien que cette pandémie a un tel impact sur la vie des êtres humains sur cette planète, a un tel impact sur le plan économique. S'il y avait une autre solution, on l'aurait déjà trouvée. On l'aurait déjà promu. Je veux dire, si sur la planète entière, on dit que c'est le vaccin, si aux États-Unis, on vaccine massivement, si en Angleterre, on vaccine massivement, si dans l'Hexagone, nous sommes à 60% et que le gouvernement pousse pour qu'on aille plus loin, il n'y a pas d'autre solution. Et qu'on ne me dise pas qu'on n'a pas suffisamment de recul, il y a 4,5 milliards de gens vaccinés. En termes de données de santé, je veux dire, c'est une base énorme. On a ça pour aucun autre médicament. Donc on connaît les effets secondaires, on connaît tous les effets indésirables que peut présenter ce vaccin. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Les antivax, donc, en Guadeloupe ou ailleurs, sont des irresponsables. Ils portent une lourde responsabilité. Une très, très lourde responsabilité. Parce que le discours prend auprès de quelques personnes, de beaucoup de personnes, de beaucoup trop de personnes. Quand vous regardez, M. Fendere, les chiffres, nous sommes à des taux records chez les jeunes. La catégorie de 20-29 ans, le taux d'incidence est supérieur à 3500. 3500, c'est des chiffres qu'on n'a jamais atteints dans l'Hexagone, même pendant la première vague où ça a explosé dans l'Est. 3500 chez les 20-29 ans. Donc, continuer à dire ce vaccin n'est pas sûr, chez moi, des syndicats, nous péquer servi qu'au bail, machin. Je veux dire, quelle vaste blague. Ces gens-là prennent une lourde responsabilité face à l'histoire. Moi, je considère, la bataille de cette 4e vague, elle est perdue. Ah oui? Donc, ben oui, les malades sont là, les gens sont contaminés, ils vont développer des formes graves, il va y avoir des morts. Il va y avoir des morts, comme en Martinique. Martinique, ils sont à 10 morts par jour de la Covid. Donc il va y avoir des morts. Là, c'est la bataille de la 5e vague. C'est terrible, ce que vous dites là. Moi, je suis transparent. J'ai toujours été très transparent vis-à-vis de la population guadeloupéenne. Ça me vaut des inimitiés. Je reçois des menaces de mort, encore ce matin, au courrier, une lettre anonyme avec des menaces de mort. Mais moi, je continuerai à dire ce que je pense
que ça plaise ou non. Vous avez été menacé de mort J'ai été menacé de après mort. ce qu'on a connu il y a quelques menacé jours. de mort il y a quelques jours. Ça circule sur WhatsApp, donc je ne vais pas insister là-dessus. Et puis là, vous avez reçu un courrier. Ce matin, j'ai reçu une lettre anonyme. Je rentre dans mon secrétariat, je trouve les secrétaires en pleurs. Je demande ce qui se passe. Non, il ne se passe rien. Moi, je pensais qu'une d'entre elles avait eu une mauvaise nouvelle. Elle refuse de me... Donc, je hausse un peu le ton en disant « Eh oh, moi, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. » Donc, il y a une qui me dit « Voilà ce qu'on reçoit. » Lettre anonyme, menace de mort, où on me dit « J-3 ». Avec... enfin, c'est très clair. Je pourrais vous montrer ça après l'émission. Gérard Cotellon, être directeur général guadeloupéen au CHU de Guadeloupe implique de savoir encaisser. Vous ne regrettez pas d'avoir accepté cette mission? Non, il faut vivre sans regret, M. Fenderier. Comme dit un de mes leaders syndicaux, guadeloupéen, ce n'est pas une compétence. Je ne regrette pas du tout. Je savais, encore une fois, je crois que vous l'avez dit la première fois que vous m'avez interrogé, je savais où je mettais les pieds. Donc je savais que c'était dur. Je ne m'attendais pas à trouver les choses aussi difficiles. Je ne m'attendais pas à trouver autant d'adversité. Lors d'un de mes derniers passages à Paris, j'ai rencontré des jeunes élèves directeurs qui vont entrer dans la carrière, dans la profession en janvier 2022. Et ils me disaient alors en Guadeloupe, alors je dis mais il faut venir faire des stages en Guadeloupe parce que vous apprendrez quelque chose que vous n'apprendrez nulle part ailleurs, comment manager, comment gérer un terrain hostile. Parce que l'hostilité est partout, en interne au CHU, en externe, je veux dire, et ça demande vous développez une compétence, c'est-à-dire, voilà, vous savez que c'est hostile autour de vous, mais vous êtes, j'ai envie de dire, porteur d'une conviction et il faut y aller malgré tout. Et voilà, l'histoire jugera et on verra qui avait raison, qui a travaillé pour la Guadeloupe. Moi, la seule chose que je dis, parce que moi j'ai été interpellé l'autre jour au supermarché par un monsieur qui mettait en cause ma guadeloupéanité, si ça existe. Ça va jusque-là. Ouais. Alors moi, radio, ils n'ont pas plus guadeloupéen que moi. Ils n'ont pas plus patriote que moi. Ils n'ont pas plus aimé la Guadeloupe que moi. On imagine un modèle guadeloupéen à partir de la Guadeloupe, à partir des femmes et des hommes qui réfléchissent, qui travaillent en Guadeloupe. Et ça, il faut prendre cette distance par rapport aux partis nationaux. Même si on doit avoir des relations de solidarité, de travail, mais il faut prendre cette distance pour pouvoir imaginer son propre modèle. La ligne idéologique désormais se situe à quel niveau selon vous entre les tenants d'une forme d'autonomie et les autres? Tout à fait, c'est ça. Alors je pense qu'actuellement il y a carrément deux lignes politiques. Les gens qui sont des partisans des conservateurs, donc les socialistes, les JUSR, ce sont des conservateurs. Ils sont conservateurs parce que rappelez-vous, M. Fenderier, il y a eu un congrès. Oui, mais on peut dire on est pour la collectivité unique, tout ça, mais ça, ce sont sa parole. Mais dans les actes, est-ce que vous voyez le JUSR fait un travail militant, comme le CIPA le fait? Nous, on fait un travail militant pour expliquer à la population c'est quoi un PTOM. On l'explique. Nous avons des militants qui sont formés. Donc, on fait un travail politique. Mais vous n'allez pas dire on veut une collectivité unique comme ça en passant. Non, il faut faire un travail politique. Comme ils l'ont fait en Martinique. Il y a des partis politiques qui ont fait un travail, et si bien qu'en Martinique, ils ont une collectivité unique. Donc le JUSR, tient des discours, les socialistes, n'en parlons pas. Eh bien, donc, il y a donc des gens qui veulent que les choses changent, parce que si on ne change pas, ce qu'on assiste maintenant, c'est-à-dire le départ des jeunes, le vieillissement de la population, ça va s'accélérer. Et la production elle-même, elle va disparaître. Vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, il y a les pêcheurs qui étaient en mouvement. De plus en plus, les pêcheurs ont des problèmes. De plus en plus, les producteurs, les productions vivrières auront des problèmes parce qu'on est dans un système de libre-échange. Nous, on remet deux choses en cause. On remet en cause, premièrement, le statut politique et on remet en cause le système ultralibéral. Donc, on est pour un système qui permette de protéger les productions, permette de protéger l'emploi, et mettre aussi la préférence à l'emploi pour les Guadeloupéens. Donc c'est véritablement quelque chose de nouveau, un nouveau modèle, et les autres ne sont pas dans ce modèle-là. Toutes les histoires qu'on nous raconte
qui se passe à Déa, c'est insultant. Il y a vraiment trop d'injustice. Et quel sens prendra l'engagement de votre collectif pour défendre cette cause dans les prochains jours? Le collectif est là pour demander la vérité. Certes, on veut une justice assurée par peut-être, mais le collectif ne fera pas tout seul. Le collectif a besoin de l'appui du peuple de Guadeloupe. Et le peuple de Guadeloupe, l'informer, c'est la priorité du collectif. Et après, là, il est sec. Oui. Une mobilisation prévue en fin de semaine, c'est bien ça? Alors oui, nous serons mobilisés sur Basse-Terre pour un meeting. Après, nous serons mobilisés sur Déa à nouveau parce que le fait s'est passé à Déa. Plus que jamais, il nous faut rappeler cela. Et donc vous prévoyez des prises de parole comme ça, un petit peu partout, il faut faire monter la mayonnaise? Nous n'essayons pas de faire monter de mayonnaise parce que, bon, en Guadeloupe, la mayonnaise, c'est peut-être pas l'image. Oui, mais ce que vous voulez. Mais simplement, ce qui est sûr, c'est qu'il faut dénoncer des choses qui se font dans ce pays de Guadeloupe et que souvent est passé sur silence. Quand nous avons un procureur qui arrive devant un plateau de radio et qui dit « Ah, mais les gendarmes n'ont rien fait », mais il est mort, c'était un grand-père, c'était un père, c'est un monsieur que les gens aimaient qui rendait service, qui allait jusqu'au Lamentin. Les gens nous parlent de ce monsieur au Lamentin à Pointe-à-Pitre. Donc cela montre bien qu'on n'est pas là pour faire monter aucune mayonnaise. On est là pour dire que la vérité doit être dite et les sanctions qui s'imposent à cette vérité doivent être appliquées. Un point, c'est tout. Ce n'est pas nous qui avons créé la justice française. La justice française a ses codes, et bien qu'il les applique. La vérité, toute la vérité. Rien que ça. Il y a eu les élections européennes. On a vu ce qui s'est passé ici. Et ça m'a meurtri. Et je me suis dit, c'est que vraiment, il y a une vraie souffrance et un vrai mal-être. Et quand c'est le cas, on se tourne vers les extrêmes. Là, il y aura le choix. Il y aura des listes d'équilibre. Les Guadeloupéens pourront faire leur choix. Vous estimez, vous les Républicains de Guadeloupe, avoir un discours plus audible localement que le RN de Marine Le Pen et de ses représentants? En tout cas, on a un discours apaisé. On n'a pas un discours de haine. On n'a pas un discours qui monte les gens les uns contre les autres. La Guadeloupe a besoin d'apaisement. La Guadeloupe n'a pas besoin qu'on monte une partie de la population contre l'autre. La Guadeloupe a besoin de tous ses enfants. Et personne n'a de brevet de guadeloupéanité. Je refuse que l'on dise un tel est guadeloupéen plus qu'un autre. Nous sommes une terre où nous nous sommes construits avec nos différences. Et c'est de ces différences que nous devons aller vers l'avant et faire réussir la Guadeloupe avec tous les Guadeloupéens. La déclinaison de Debout la France chez nous, ce serait quoi? Debout la Guadeloupe? Ce serait Debout la Guadeloupe, je dirais, pour être une vraie Guadeloupéenne. Alors, pourquoi Debout la Guadeloupe? Tout simplement, vous l'avez annoncé tout à l'heure, je suis la représentante de Debout la France en Guadeloupe, mais pas pour rassembler une droite. Moi, la mission qui m'a été confiée, puisque je suis depuis peu au Bureau national, c'est de préparer les élections présidentielles de 2022. C'est-à-dire que je suis en charge d'écouter, de rencontrer les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, pour construire un projet qui sera celui que Debout la France va présenter pour les présidentielles de 2022. Mais ma mission, au-delà de ma mission, mon rôle est de rassembler en Guadeloupe autour d'idées qui sont les nôtres, autour d'objectifs qui vont nous conduire vers l'excellence. Qui mieux que des Guadeloupéens, qui mieux que des ultramarins peuvent dire leurs souffrances, ceux qui ne vont pas chez eux. Et je déplore le fait que souvent les personnes qui sont à des postes importants soient des personnes, alors quelle que soit leur couleur, mais qui n'ont pas une racine, qui n'ont pas une connaissance de notre histoire, de notre réalité. Ça vous dérange? Ça me dérange, au plus haut point. Très bien. Un dossier qui n'en finit plus de faire débat. Que penser de la feuille de route sur la nouvelle gouvernance de l'eau, présentée, on pourrait même dire imposée par le ministre des Outre-mer au président de région, Harry Chalus? Alors, je suis scandalisée dans la mesure où les choses ont été prises du mauvais côté. Voilà plus de 80 ans que des multinationales ont exploité le réseau, parce que je rappelle qu'en Guadeloupe, nous n'avons pas un problème de production. Nous nous appelons l'île aux belles eaux.
nous avons plus un problème de distribution puisque 60% de l'eau s'en va dans la nature. Pendant près de 80 ans, ces acteurs économiques ont fait payer dans les factures une réparation des réseaux, un entretien des réseaux. Rien n'a été fait. Ils sont partis tranquillement et aucun compte ne leur a été demandé. Moi, j'aurais fait une action de justice en disant spolieur-payeur, parce que des associations ont essayé d'ici, de là, de faire des actions. Mais juridiquement parlant, je pense que nos acteurs, nos élus auraient dû faire une procédure. Ça, c'est une chose. Il aurait fallu que ces personnes payent parce qu'ils ont perçu l'argent des Guadeloupéens. Et puis, on entend parler de désordre une fois qu'ils sont partis. Parce qu'on critique nos élus, certes, mais ils ont récupéré une machine qui était déjà pourrie, une machine qui était en banqueroute. Donc, ce n'est pas normal. Et donc, si je dis en Guadeloupe, tout ça grève, hein, enfin en Guadeloupe de façon générale, hein, c'est parce que bien ça qui ne pas qu'à appliquer. Chaque fois, il faut que tout bitin travailler dans ces combats. Hein. Nous, quand on un ticket restaurant, tout bitin, il faut que pour venir dans la collectivité. Et eux-mêmes, quand ils réduisent les lois, ce n'est pas normal. Très bien. Certaines de vos revendications vont alourdir les charges des communes, alors que celles-ci, vous le savez, sont déjà dans une situation très compliquée. Ça, ce n'est pas votre affaire. Non, complication à charge à commune. Mais nous avons dit aussi, font dit nous avons compliqué, c'est font ça aussi, pas parce que nous avons posé des revendications justes et légitimes qui ont compliqué charge à commune, puisque les communes aussi, là vous voyez des cabons c'est en Champagne, à monter en France dans l'association des maires, pas 20, pas 30, acheter toute qualité voiture à casa, mon essence, tout le bon d'essence, tout le donc nous pas dans ça, nous, hein, donc charge à commune, d'accord, mais les travailleurs aussi, ils ont une obligation d'accompagner, hein, et donc maintenant, ils ont bon pensé, fait ça, ils ont fait. Je te l'ai dit, nous avons dit, nous avons appliqué, accompagner les travailleurs là, dans le cas les rentrer pour jusqu'à les sortir. C'est vous qui fixez les règles du jeu. Ben oui, nous disons ça, parce que nous bat l'autorité politique, quel que soit le grade politique à eux, nous battons près de 30 ans de faire ça, nous avons constaté, rien pas fait. Maintenant, nous prenons le pouvoir là, mais nous ne pas abandonner, nous prenons, nous mener de A à Z. Et si rien pas fait demain, grève continue vendredi, grève continue lundi. Sur quel point vous ne comptez rien lâcher? Ben, c'est 18 points, c'est 18 points qui nous ont lâché 6 points, tout point doit être... Donc, aucune marge de négociation, non, c'est des points, un peu point des protocoles là, depuis 2008, bah, on voit les mêmes grands parce que, par exemple, nous avons un exemple à mes petits Boukadjou, nous avons contré, mais nous avons contré depuis 2010, nous avons signé ce même grand toujours. Ça veut dire que nous n'avons rien là, maintenant c'est exécuté. Déjà, nous avons dit, hein. Là, après, nous regardons les gens stratégiquement les choses qui ont tourné, mais pas pour comprendre que nous avons un protocole éveillé. Là, nous avons une commune par commune, les gens ça tourne, nous que vrai, c'est arrêter, tout partout qui n'a arrêté, c'est arrêter mon café. Parce que le protocole, bien comme ça, accord, nous avons signé ça trop en Guadeloupe. Maintenant, c'est la pression, c'est faire arrêter à mon, mettre mon en droit, prêtrer. Pour que le protocole sanitaire prévu par l'Éducation nationale puisse s'appliquer pleinement, encore faut-il que les établissements subissent moins de coupures d'eau. Ne serait-ce que ça. Nous sommes d'accord pour ça. Et nous avions proposé à un moment, en attendant que les travaux commencent et que la situation puisse se retrouver dans une situation normale. Hein, on aura ça d'ici 5-10 ans si les choses sont bien amenées. Je crois qu'il faut permettre à toutes les écoles, tous les établissements scolaires, que ce soit les lycées, les collèges ou les écoles primaires et maternelles, d'avoir une capacité en eau, des réserves pour permettre à nos enfants d'avoir une situation sanitaire stable dans les écoles. L'installation cette semaine du SMO ne résoudra pas tous les problèmes d'un claquement de doigts. Comment gérer la transition? Je n'ai jamais cru en ce SMO. Je crois que beaucoup de nos compatriotes n'y croient pas parce que aujourd'hui... Pourtant, c'est une réalité, là, depuis le 1er septembre. C'est une réalité, mais vous pouvez constater aussi que c'est une réalité. Nos compatriotes n'ont toujours pas d'eau dans nos robinets. Voilà. Ce n'est pas le titre ni la structure qui fera, c'est le fait qui fera. Et il faut que l'État, et c'est là où l'État a péché, oui, certains politiques, certains responsables qui ont eu la gestion de l'eau ont été fautifs, ils ont mal géré, mais l'État doit reprendre la main, faire les travaux nécessaires et ensuite aller chercher les responsables et remettre les choses à plat. Vous jugerez donc sur pièce ce SMO? Oui, on jugera sur pièce, mais je ne suis pas confiant. Hein. Je vous le dis sincèrement, je n'y crois pas. C'est à l'État de reprendre la main. Et j'espère sincèrement que nous pourrons le faire en 2022
après les élections présidentielles. Une population qui réfléchit, une population forte, c'est ensemble que nous allons réussir, avec de l'amour, comme je l'ai dit, dans notre cœur. Ne détruisons pas ce que des grands politiciens ont préparé pour nous. Des grands syndicalistes se sont battus pour que nous puissions avoir. Je suis d'accord qu'il y ait des mobilisations, mais avec le respect de tout un chacun, le respect de la Guadeloupe. Car demain, je le dis, c'est cette jeunesse qui sera en charge de la Guadeloupe. C'est cette jeunesse que nous disons vouloir défendre, qui aura en charge cette Guadeloupe. Il faut nous savoir qu'à nous laisser bailler. Très bien. Henri Chalus, dès lors que les négociations vont démarrer avec les organisations syndicales, le collectif des socioprofessionnels, le préalable, ça serait peut-être que les routes soient libérées. Dans la logique, ce que vous dites est vrai, mais moi je n'ai pas de préalable à donner. Ce que je dirais, nous allons discuter avec les élus. Ce qui est important, c'est que nous puissions apaiser les choses en Guadeloupe, que la Guadeloupe continue à vivre parce que nous avons une belle région et c'est notre force. Donc pas de préalable aux discussions? Je n'ai pas de préalable. Ce qui est important, c'est que nous puissions sortir rapidement de cette grève qui n'a fait que trop de mal à la Guadeloupe, trop de mal à l'économie. Et nous serons là, je le dis, la région sera là pour commencer ce que nous avons fait depuis le début de la Covid, accompagner les entreprises, accompagner la jeunesse, faire le nécessaire, accélérer les choses pour que la Guadeloupe puisse se retrouver sa vitesse de croisière sur les engagements que nous avons pris, que j'ai pris avec les élus de la région qui font un travail considérable. Vous vous donnez quel délai pour en sortir? Quel délai? C'est la volonté de tous qui le dira. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, si nous aimons la Guadeloupe. L'évolution statutaire de la Guadeloupe, ce n'est pas un épouvantail, il faut qu'on en parle. Je pense que le ministre a parlé de cela d'une manière pour pouvoir diviser les Guadeloupéens, pour semer la zizanie. Et nous l'avons toujours dit, nous demandons qu'on ait plus de compétences transférées. L'État a transféré, par exemple, les lycées aux régions. Il n'y a pas eu d'évolution statutaire, l'État l'a transféré. Nous parlons de domiciliation. Le moment venu, avec les Guadeloupéens, il y a un congrès pour cela, nous en parlerons. Aujourd'hui, c'est la grève, c'est la mobilisation, c'est l'avenir de la Guadeloupe que nous travaillons pour pouvoir apaiser les choses. Henri Chalus s'éloigne de la République En Marche? Je ne dis pas cela parce que quand on dit les choses avec fermeté, des fois, on dit qu'on est contre ou ne pas contre. Je suis contre personne. Je dis les choses. Comme je l'ai toujours dit, c'est la Guadeloupe d'abord pour moi. L'intérêt des Guadeloupéens, l'intérêt de ma population. Car si on tombait, quel qu'en soit mon là qui passe là, en vle portant ses coups. Et si on moun tombé, quel qu'en soit Guadeloupéen là, il tombe là, en que porter ses coups. Il ne faut pas nous jamais oublier ça. Pour l'instant, ce sont les intérêts de la Guadeloupe qui m'intéressent. Il va falloir réparer une Guadeloupe fracturée, avec une économie sinistrée, à genoux carrément. Quelles mesures comptez-vous prendre au niveau de la région? On a déjà commencé à travailler dessus. Vous serez invité bientôt pour vous en faire part. Comme nous l'avons fait avec le Covid, avec le service économique, avec les autres services, notamment, n'oublions pas que nous avons un plan de relance de plus de 500 millions pour booster l'économie du pays. Donc nous prendrons nos responsabilités comme nous l'avons déjà fait. Et quand nous parlons de l'État, nous ne demandons pas de l'argent à l'État. Nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités dans les domaines qui lui incombent. La Guadeloupe vit en ce moment l'une de ses pires épreuves en termes de vie humaine perdue à cause du Covid-19. Pour ce seul mois d'août, on atteindra sans doute les 200 morts au CHU de Guadeloupe. Se relever de cela ne sera pas simple. Mais déjà, il faut que nous ayons une pensée pour toutes ces familles qui sont dans la détresse. Des gens qui meurent comme des petits pains, comme on dit, des personnes désespérées, et surtout l'existence d'une grande fracture entre nous. Je n'ai jamais vu ça. Au-delà de la mort même, des gens qui ne se parlent plus, d'autres qui ont carrément bloqué les numéros de certaines personnes, des collègues qui sont fâchés, des frères, sœurs qui sont brouillés, parce que tout simplement, on a des positions divergentes vis-à-vis
d'une pandémie qui, ma foi, n'épargne personne. Est-ce que nous allons nous en relever? Nous allons devoir certainement nous interroger sur une nouvelle manière de faire société. Nous allons devoir nous interroger sur peut-être d'autres manières de voir notre économie et puis d'envisager aussi les relations entre nous. Dans le fond, le système politique tel qu'il est chez nous ne peut pas sécréter comme ça une parole forte. Il y a des paroles fortes, mais qui sont plutôt des paroles d'apaisement. Mais s'il faut autres butin, il faut nous butin. Mais il n'y a pas quelqu'un comme la vieille Lucette, et je dis ça sans acrimonie ou quoi que ce soit, qui aurait dit au préfet, regardez-moi, vous le préfet, vous faites ça, et nous en Guadeloupe, on fait telle chose. Donc on doit s'entendre. N'en déplaise aux élus politiques qui nous écoutent, il n'y a pas de parole, je ne parle pas des affaires de Mme Michaud, de ceci, de cela, ça c'est autre chose, hein, ça c'est pas mon affaire. Hein. On parle d'une parole forte de la Guadeloupe. Oui, une parole entendue. Une parole entendue. Un monde qui a dit, regardez-moi, mais ça nous a fait, et qui aurait dit au préfet, celui-ci ou celui-là ou tel autre, non, c'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Il faut nous façader, il faut nous trouver une solution ensemble. C'est le rapport des Guadeloupéens au pouvoir, à leur représentation, aux élus. C'est aussi un sujet? C'est un sujet qui revient d'ailleurs. Il revient constamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une quête de sens. Ce n'est pas un problème de blanc, nègre ou quoi que ce soit, comme on veut le faire entendre parfois. C'est aussi notre rapport à notre gouvernance. La façon que nous avons de nous projeter. Les Guadeloupéens se projettent. Il faut arrêter de croire, de dire et de faire dire que nous sommes un peuple assisté, en train d'attendre qu'on nous serve, qu'on nous donne la béquille. Non. Il y a chez nous une grande majorité de gens qui sont déterminés, qui cherchent leur place, qui se battent, qui s'investissent dans cette société-là. Et nous devons avoir du respect pour eux. Et quand ces gens entendent ce type de discours, avec des injonctions, parce qu'il y a plusieurs logiques, il faut le dire, j'ouvre la parenthèse, il y a la logique des trusts pharmaceutiques, il y a la logique des gouvernants sur lesquels pèse une responsabilité, il y a la logique de ceux qui soignent, qui disent, mais nous on a fait le serment, c'est pas pour voir des gens mourir comme ça, c'est pour les accompagner, c'est prévenir. Il y a la logique, je ne la mets pas entre guillemets, de la population qui, elle, finalement, est en train de chercher, de louvoyer, de vouloir donner un sens à la Guadeloupe. Ces choses-là, elles ne vont pas s'amalgamer, hein. Elles s'entrechoquent. Et comme elles s'entrechoquent, ça fait un bois. Et ce qui manque, c'est une parole forte. Et une parole forte n'est pas forcément une parole injonctive, mais ça pour faire une parole dictatoriale. C'est quelque chose que tout le monde comprend, porté par nous-mêmes. C'est hélas défaillant. Une parole de rassemblement. Une parole de rassemblement, mais qui nous situe aussi par rapport au pouvoir. On a besoin de ça. Que le Guadeloupéen soit totalement assimilé, départementalisé et demande d'autres choses, c'est ce que j'entends. Il a quand même l'idée qu'il est Guadeloupéen et que quelque part, il faut qu'il se dresse face à quelqu'un, face à son histoire, face peut-être au symbole d'un type de pouvoir. Très bien. Et il a besoin de quelqu'un qui dit ça à sa place. Oui, qui l'incarne. Et comme on ne le dit pas, eh bien, on a qu'à y en arriver là. Malgré le contexte que nous connaissons, le nombre de créations d'entreprises reste à un niveau élevé d'une année à l'autre dans notre département. C'est plutôt bon pour notre économie, ça? C'est à la fois le signe que la Guadeloupe a une économie qui se développe. Et c'est vrai qu'avant le Covid, l'économie guadeloupéenne était probablement l'une des meilleures des Outre-mer. C'est un motif de fierté pour les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Et puis, la deuxième chose, c'est que la relance de l'économie, après le Covid, elle se fera aussi avec ces toutes petites nouvelles entreprises, tout simplement parce qu'il y a plein d'innovations, il y a plein de créativité,
Et que ça va contribuer au changement de l'économie. Plus de choses locales, plus de transition environnementale, plus d'énergie nouvelle, plus de digital, tout ça, c'est des occasions, ici en Guadeloupe, de créer des nouvelles boîtes et donc de créer son propre emploi. Après, il faut durer. Et là, c'est un autre débat. C'est pour ça qu'on accompagne. Le chiffre, moi, qui m'impressionne le plus et qui est l'occasion de remercier nos bénévoles, une 60aine de bénévoles ici en Guadeloupe et 40 à Saint-Martin, c'est qu'au bout de 3 ans, les projets qu'on a aidés, ils sont toujours en activité à plus de 90%, là où en moyenne, si on n'est pas aidé, c'est seulement 50% des entreprises qui sont encore en activité. Très bien. Je m'adresse à celui qui fut patron de la SNCF. Quelle est votre analyse de la gestion de cette crise sanitaire par le gouvernement? Honnêtement, c'était quelque chose qui ne s'était pas passé depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc il faut avoir de l'humilité. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a eu dans notre pays un truc formidable, c'est un magnifique élan de solidarité à l'égard des salariés et à l'égard des entreprises. Le préfet de la région Guadeloupe disait tout à l'heure l'engagement de l'État depuis le début de la crise du Covid à l'égard de la Guadeloupe, quand on met le prêt garanti par l'État, quand on met le fonds de solidarité et toutes les autres aides, c'est plus d'1 milliard d'euros de solidarité nationale pour que les entreprises tiennent le coup et que les salariés puissent avoir le chômage partiel. Donc quand même on est un pays, on va dire, bien évolué, socialement bien protégé, et je pense qu'on a traversé pas si mal que ça, cette crise terrible. Comment sortir de cette crise multiforme que vit la Guadeloupe aujourd'hui? Chaque Guadeloupéen a une responsabilité dans ce qui va se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Le gouvernement a décidé de faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire d'abord rétablir l'ordre républicain. Il est inacceptable que, sous prétexte que l'on ait atteint à leur liberté, quelques milliers de personnes puissent bloquer l'ensemble des Guadeloupéens, les priver de leur liberté fondamentale, en mettant même en sécurité, en cause la sécurité du point de vue sanitaire. Nous avons vu ce qui s'est passé au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Le directeur général a été agressé de toutes les manières possibles, insulté, menacé de mort. Sa famille et lui ont été montrés à l'espace public. On se demande pourquoi et dans quel but. Oui. Au centre hospitalier, il y a, je crois, un conseil d'administration. Ce conseil d'administration a à sa tête un président. Avez-vous entendu une seule fois le président s'élever contre ce qui se passait au centre hospitalier? Savez-vous, monsieur, que le président du centre hospitalier, c'est le président du conseil départemental? Savez-vous que le président du SDIS, c'est le président du conseil départemental ou son représentant? Oui, délégation, oui. Eh bien, ça ne fait pas preuve de responsabilité de se cacher comme cela derrière des manifestants qui mettent le désordre dans toute la Guadeloupe. Voilà nos élus en première ligne sur les questions qui relèvent de leurs compétences. Vous croyez en une négociation efficace entre nos collectivités, nos élus donc, et les organisations syndicales? D'après ce qu'ils disent eux-mêmes, les responsabilités mises en cause dans les revendications des syndicalistes relèvent de leurs responsabilités à eux, élus locaux. Donc c'est à eux de régler la question s'il y en a une. Mais je vais vous dire, telles que les choses sont passées, je ne crois pas qu'on arrivera au bout du bout si facilement. Parce que nous avons un déclencheur de ces mouvements à répétition à peu près tous les 10 ans. Ce déclencheur, c'est un syndicat ou une organisation syndicale qui a décidé qu'elle existait pour aller vers l'indépendance de la Guadeloupe, y compris par des moyens de violence. Et tant qu'on n'aura pas mis le doigt sur cela, sur la cause réelle, tant qu'on voudra régler par des questions sociales ce qui est un problème politique,
on n'arrivera pas à en sortir. Je crois que tout le monde doit faire un effort, parce que j'entends beaucoup parler de clientélite, j'entends beaucoup parler de favoritisme. Oui, ça existe, mais quelque part, nous, Guadeloupéens, est-ce qu'on ne contribue pas à maintenir ce système? Parce que chaque fois qu'il y a une élection, quand on présente un programme, on n'écoute pas le programme. On entend souvent, quand on fait ben moins, c'est débrouiller, pas pécher. Trouvons moyen pour régler les problèmes en moins. Eh bien non, ce n'est plus possible de vivre dans cette société. Il faut accepter les règles, il faut accepter ces difficultés. Parce que lorsqu'on ne gère pas les fonds publics comme il le faut, avec les contraintes fortes que nous avons, et c'est normal parce que le législateur a entendu le citoyen qui voulait qu'on sache ce qu'on fait avec l'argent public, eh bien aujourd'hui, si l'élu ne le fait pas, il doit rendre compte. Et lorsqu'il rend compte, c'est sa responsabilité pénale, et celui-même qui lui demande de trouver un moyen de passer dans le dédale du code des marchés publics, c'est lui, lorsqu'il verra l'élu devant la justice, et il va dire que tous les élus sont pourris. Donc je pense qu'il faut redonner à la politique ses lettres de noblesse. En tout cas, moi j'ai toujours dit, je préfère perdre une élection, mais garder mon âme et mes valeurs. Et je ne peux pas entendre qu'on est toujours les mêmes. Ça, c'est du discours, c'est une forme de doctrine qu'on fait passer pour un objectif politique, mais ça ne correspond pas à la réalité. Et ce ne sont pas des sommes non négligeables. La dernière commission développement économique, c'est plus de 900 000 € qui ont été attribués à de très jeunes entreprises. Et même sur les fonds européens, moi j'ai été très fière de voir qu'on a pu permettre la création d'une micro-crèche à Bemao, d'une pizzeria, j'ai en tête, du côté de DE. Oui, on peut y arriver, mais il faut accepter aussi de reconnaître, et ça je vais le dire ce matin, que beaucoup d'entreprises ne peuvent pas avoir accès à ces aides. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on se pose la question, avec un taux de chômage comme le nôtre, aussi important, pourquoi on n'a pas une révolution? Pourquoi on n'a pas une révolution tout le temps? C'est parce qu'il y a beaucoup d'économies. Tous les 10 ans, tous les 10 ans. Tous les 10 ans, mais l'économie est informelle. Ouais. Vous savez, beaucoup vivent du RSA et à côté, ils ont une entreprise qui n'est pas déclarée. Donc, nous, les élus, la collectivité régionale ne peut pas attribuer des subventions, et la plupart du temps, j'entends les gens qui disent « Ah oui, mon dossier, ça fait plus d'1 mois, c'est en attente, il m'a fallu 1 an. » Je reconnais parfaitement que l'administration prend tout le temps. Je suis la première à le dire. Il faut qu'on essaie d'avancer, etc. Mais la plupart des dossiers, quand j'essaie de savoir pourquoi le dossier n'avance pas, souvent les entreprises ne sont pas à jour de leur cotisation sociale. C'est ça aussi. C'est un fléau en Guadeloupe. Et lorsqu'il a fallu mettre des dispositifs au moment de la crise, le Fonds national de solidarité, le Fonds d'urgence régionale qui est venu, le Fonds de résilience, tous ces dispositifs, certes ça a aidé beaucoup d'entreprises, mais en même temps, on s'est rendu compte, parce qu'il a fallu que les gens puissent s'inscrire sur la plateforme, beaucoup n'étaient pas déclarés. Et ça, c'est la Guadeloupe. Et cette Guadeloupe-là, il faut dire à tous ceux qui pensent qu'on peut passer au travers du filet, ce n'est plus possible. Parce qu'effectivement, avec la dématérialisation, on peut savoir exactement si vous êtes déclaré, si vous êtes inscrit au registre du commerce, si vous êtes à jour au niveau de vos impôts, alors que par le passé, on sait bien comment ça fonctionnait. Cette époque, elle est révolue et il faut aussi accepter cela. Accepter cela non pas pour pointer du doigt les uns et les autres, mais pour essayer d'expliquer qu'il faut effectivement cette régularisation si on veut mobiliser tous les fonds mis à disposition du tissu économique guadeloupéen. Moi, je ne ferai pas partie de ceux qui vont signer un chèque en blanc. Je le dis très clairement, avec moi, ce ne sera pas chat en sac. Hein. Je veux voir, je veux comprendre et je veux savoir où on va. Parce que je défendrai la position qui consiste à ne pas se mettre dans un engrenage où demain, les Guadeloupéens vont nous le reprocher parce qu'on aura tenté l'aventure, parce qu'une fois qu'on aura été de l'autre côté, on ne pourra plus jamais revenir. Et là, le retour de bâton peut être extrêmement violent, parce que je crois que les Guadeloupéens nous feront payer très cher le fait qu'on les ait emmenés
vers un système qui ne sera pas meilleur que celui qu'ils ont. Cette crise, Pierre-Yves Chicot, est-elle comparable, selon vous, à celle de 2009, qui avait duré 44 jours, on le rappelle? Alors, il peut y avoir des éléments de comparaison. On a quelques acteurs connus. Connus. Mais en fait, la différence, c'est qu'en 2009, on avait une revendication économique convergente qui était de dire qu'il fallait augmenter les salaires. Et c'était une revendication qui était plutôt fédératrice. Oui, on avait l'essence. Voilà, où le leader du LKP est apparu comme un leader charismatique pour la Guadeloupe. Le deuxième élément, mais là de différenciation, c'est que là, il s'agit d'une revendication catégorielle. Ce sont des personnes dans des corps de métier qui disent nous, on ne veut pas se faire vacciner. Alors que dans le même laps de temps, vous avez, même si le niveau de vaccination est faible en Guadeloupe, des gens en Guadeloupe qui se sont fait vacciner. Et donc, d'une revendication catégorielle, on en arrive à des revendications qui concernent l'ensemble du territoire de la Guadeloupe pour chercher à fédérer le mouvement. Et la difficulté pour le gouvernement, contrairement à 2009, c'est qu'en 2009, on demandait au gouvernement de confectionner une loi pour améliorer les conditions de vie de Guadeloupéens. Alors que dans le cas présent, on demande au gouvernement de faire disparaître une loi qui ne convainc pas un certain nombre de Guadeloupéens. Que dire de la méthode du gouvernement? Il fallait d'abord rétablir l'ordre et ensuite discuter tout en réaffirmant l'autorité de l'État. Oui, bien sûr, parce que c'est dans la tradition de la France et la tradition de n'importe quel État qui voudrait faire respecter l'unité nationale, qui voudrait faire respecter la cohésion nationale, qui voudrait faire respecter la loi, qui est à l'origine de la régulation sociale, qui est à l'origine de l'harmonie sociale, qui est à l'origine de la pacification sociale. On ne peut pas attendre d'un représentant d'un État qu'il soit faible. Donc, même si c'est de façon traditionnelle, il ne faut pas s'étonner que la première réponse qui ait été apportée, c'est une réponse de fermeté parce que, qu'on le veuille ou non, il y a un obstacle à la liberté d'aller et venir sur une partie du territoire national. Et il s'agit évidemment, et même les gens qui sont dans ce mouvement-là vous disent que l'État est dans son rôle de vouloir restaurer la libre circulation des biens et des personnes et de garantir la sécurité des biens et des personnes. La question centrale, c'est comment on en sort? Alors la question centrale, c'est comment on en sort. Bon, alors moi, généralement, dans ce type de configuration, il faut que chacun y mette un peu du sien. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un report de l'obligation vaccinale pour les soignants jusqu'au 31 décembre avec une campagne d'explication, avec une prise en compte de façon casuistique, c'est-à-dire au cas par cas. Je ne m'y attendais pas du tout. Le citoyen que j'étais, je pensais que, fidèle à la doctrine macronienne, comme ça a été le cas pour les Gilets jaunes, c'était « nous ne cédons rien ». On a déjà une brèche qui a été ouverte par les représentants de l'État en disant voilà, on peut continuer à discuter et reporter cette obligation vaccinale jusqu'à la fin du mois de décembre 2021. Ce qui est très court d'ailleurs. On peut imaginer par exemple que le gouvernement aille beaucoup plus loin sur le report de l'obligation vaccinale, c'est-à-dire jusqu'à mars 2022 pour que la concertation soit la plus large possible. Bon. Après, du côté des collectifs en lutte, ce qui est pas problématique, mais qu'il faudrait comprendre, c'est que, comme je l'indiquais tout à l'heure, la plupart des réponses des autres points doivent être apportées par les collectivités territoriales. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait une rencontre au sommet entre le collectif en lutte et les dirigeants des collectivités territoriales en Guadeloupe pour résoudre ce qui nous concerne. Et là, on est en conformité avec la décentralisation parce que c'est la collectivité territoriale, ce sont les leaders politiques locaux qui règlent les questions, les problèmes de la société locale guadeloupéenne conformément à ce qui existe depuis 40 ans et on va même dire de manière renforcée depuis une vingtaine d'années. Et donc voilà, il faut que chacun y mette du sien pour qu'on puisse en servir. Et puis il y a un troisième élément. Le troisième élément, c'est que c'est quelque chose qui m'a interpellé hier lorsque je suis allé acheter ma baguette, c'est qu'il y a un écriteau sur la vitre de la boulangerie qui dit, compte tenu de la situation, une personne ne peut acheter que 4 baguettes et pas plus. Donc ça veut dire qu'on rentre dans un circuit de rationnement de l'alimentation et quid de la réaction de la population
lorsque on sera dans une situation de rationnement de l'essence, de rationnement des aliments. Enfin, on ne sait pas. Moi, je ne lis pas dans le marc de café. Pour le moment, on ne voit pas trop bien la sortie de cette crise, sauf à ce que chaque parti puisse y laisser un peu de ses convictions, en sachant que ça va être très difficile pour le gouvernement, en tout cas pour le président Macron, à quelques mois de l'élection présidentielle, de céder sur l'obligation vaccinale. Est-ce qu'on va rester dans une tradition qui consiste à dire que chaque fois qu'on veut penser le pays, on confie ça à un cabinet exogène qui ne connaît rien de la réalité de notre pays? Ou est-ce qu'on va confier ça à des gens qui connaissent le pays? Et quand je dis ça, je ne fais pas de nombrilisme. Et c'est pour ça que cette question d'autonomie, ce n'est pas simplement une question politique, ce n'est pas simplement une question économique, mais c'est aussi une question de mentalité, d'attitude. Est-ce que vous faites confiance aux gens qui vous ressemblent pour penser ensemble le pays? Et c'est ce qu'on dit dans les roses. En nous fait la ronde pour nous parler parole en nous. Et si l'autonomie, c'est pas en nous fermer la ronde pour nous parler parole en nous, sans verser dans la dégénérescence, sans verser dans le nobrilisme, je crains qu'on soit dans la même situation, parce qu'il faut bien le dire. Il faut bien le dire et se poser la question, est-ce que le pays est pensé par nous-mêmes? C'est une grande question. Vous avez le retour... Avec une réponse très simple. Alors, il n'est pas pensé par nous, évidemment. Ah ben oui, je l'attendais. Il faut absolument que nos parlementaires aient la culture de l'adaptation. Il faut absolument que nos parlementaires et les collectivités territoriales aient la culture de l'habilitation législative. C'est-à-dire qu'on puisse mettre en place, en particulier dans les grandes collectivités, des directions ou des services de veille juridique, de veille législative, où on va se demander quel peut être l'impact de telle loi sur le territoire de la Guadeloupe. Et c'est très important ça, de se dire qu'on ne va pas à chaque fois qu'il y a une crise dire à l'État, nous demandons la domiciliation, c'est-à-dire que là on fait un coup. Il faut travailler de manière durable, comme vous le dites, et avoir cette culture de l'adaptation, avoir cette culture de l'habilitation législative, avoir cette culture de l'étude de l'impact qu'une loi peut avoir sur notre territoire de Guadeloupe. Et il faut aussi que ça soit une culture à laquelle adhère aussi le gouvernement, parce que la France est un pays légicentrique, c'est-à-dire qu'on considère que la loi, c'est l'affaire du Parlement et personne ne doit s'y mêler. Mais on a quand même inscrit dans la Constitution en 2003 que, par exemple, la Guadeloupe peut demander au gouvernement, au Parlement, des habilitations législatives. Oui. Donc il faut en user et en abuser. Totalement. Et puis, il faut absolument que, en particulier les grandes collectivités, y compris les intercommunalités, puissent penser le quotidien du pays, de manière beaucoup plus profonde. Est-ce qu'il ne faut pas simplifier tout ça? Beaucoup de strates. Oui, non mais vous voyez, ben oui, mais... là, ce discours qui consiste à dire il faut simplifier tout ça, il faut éliminer des strates, etc. Pas. Non, moi, si j'ai les moyens, j'ai une grande maison, j'ai une cuisinière qui est spécialisée pour la cuisine, j'ai une femme de ménage qui est spécialisée pour le ménage, j'ai une femme quelqu'un qui est spécialisé pour le repassage. C'est-à-dire que moi, voilà, je mets des strates parce que il ne faut pas considérer à condition que chacun fasse son job. Très bien son job, voilà. Et il y a un universitaire qui est chercheur dans notre laboratoire au Crédit, qui s'appelle René Santonac, qui est docteur en sciences de gestion, qui a démontré dans sa thèse que dans l'industrie bancaire, ce n'est pas en additionnant les entités qu'il y a de la rentabilité financière. Donc ça aussi, il faut déconstruire ça. Laisser penser aux gens qu'il y a trop de strates, il suffit de simplifier et puis tout ira bien. Non, jamais. En tout cas, simplification certes, mais jamais de simplisme. Jamais de simplisme. Au plus fort de cette crise, la question de l'autonomie de nos territoires qui n'a pas été demandée localement s'est invitée dans le débat public à la fois local et national, du coup. C'était de la stratégie politique ou un énième message adressé aux Outre-mer dans ce sens? Alors moi, j'y vois deux choses. Alors, j'y vois une première chose, c'est ce que j'ai appelé le cache-sexe politique. C'est-à-dire que bon, on a mis une espèce de truc d'autonomie là, on a caché ce qu'on ne voulait pas voir. On a dit bon, mais voilà, vous voulez l'autonomie, allez-y. Allez-y, puisque vous ne voulez pas la loi, eh bien, allez-y à l'autonomie. Ça, c'est, disons, l'aspect un peu plus conjoncturel.
de manière plus fondamentale, il est clair dorénavant qu'on n'a plus la même relation entre le centre et la périphérie. De manière fondamentale, il faut comprendre qu'on n'est plus au temps du paternalisme gaulliste. De manière fondamentale, il faut comprendre que la classe politique d'aujourd'hui n'a pas connu la colonisation, n'a pas connu les guerres de décolonisation et n'est pas dans la relation affective avec l'outre-mer. Et donc, elle entend mettre en place sa propre stratégie qui est d'ailleurs profondément inspirée de sa conception libérale. Soyez vous-même, prenez vos responsabilités et débrouillez-vous. Moi, je crois qu'il faut bien comprendre ce passage pour pouvoir saisir cette volonté, en tous les cas cette volonté politique d'aborder la question de l'autonomie. À mon avis, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Guadeloupe a le choix entre deux solutions. Ou bien elle se construit elle-même sa propre autonomie, ou bien alors elle attend qu'on le lui impose avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir. On est devant ce choix dorénavant et il me paraît essentiel d'y réfléchir sérieusement. La première chose qui n'est pas acceptable, c'est le comportement du ministère de Dom-Tom. La première chose, comment peut-on se permettre de venir en Guadeloupe un dimanche, ne pas rendre visite d'abord, selon le protocole républicain, au président du conseil régional, ne pas rendre visite au président du conseil général, et puis peut-être quelques représentants des délégués syndicaux, et se permettre d'aller, se payer le luxe en fait, et publiquement d'aller directement voir l'armée. Voilà un camouflet de plus. Le titulaire du poste de ministre aujourd'hui n'est pas à sa place. Il devrait être renvoyé. Nous gérons le quotidien. Nous gérons la cité dans sa quotidienneté. Or, ça veut dire que nous gérons de manière catégorielle. Or, ce n'est pas ça qui importe. Un homme politique, et la politique doit au contraire s'inscrire dans l'écriture d'une vision d'avenir, dans un projet. Pas un projet à 5 ans. 5 ans, c'est demain matin, c'est trop tard. Mais inscrire véritablement un projet à 30 ans, 50 ans. C'est ça qui est aujourd'hui la vision d'avenir. C'est comme ça qu'on doit l'entendre. Et à partir de ça, on décline dans le catégoriel ce qu'il y a à faire. Retenir le catégoriel comme méthode de travail et d'analyse, c'est procéder à l'exclusion de tel ou tel. C'est procéder à l'exclusion des jeunes. C'est procéder à l'exclusion des femmes. C'est procéder à l'exclusion des personnes âgées. Or, le tout, la vision globale, inclut justement tout le monde et prend en compte les spécificités de chacune de ces catégories. Le pouvoir ne s'est pas prononcé, puisqu'il n'y a pas eu de proposition de notre part. On se gargarise, on prend des postures de communication et que ça, et puis on dit que ce n'est pas possible. La politique est réduite à une séance de clown aujourd'hui. Hein? On se pose là devant un champ de canne avec comme message en bas, je travaille pour l'agriculture. On se met devant un artisan, je travaille pour l'artisan. Non, non, il faut cesser. Ce n'est pas par les photos sur les réseaux sociaux qu'on fait de la politique. Il faut prendre les dossiers à bras le corps, il faut les traiter. Et il y en a qui sont importants. Et travailler, enfin travailler. Parce qu'on ne travaille pas aujourd'hui sur les dossiers qui inquiètent les Guadeloupéens. Vous êtes sévère, hein? Je suis sévère parce que c'est la réalité. Et l'État a ses responsabilités. Le conflit de l'eau n'est pas un conflit qui vient simplement des élus. Il vient des élus. Parce que le conseil d'administration était composé d'élus. Et donc s'il y a eu des dérives du SIAG à l'époque, c'est parce que les élus qui siégeaient, 13 communes notamment, qui siégeaient au conseil d'administration, ont laissé faire avec leur aval, avec leur complicité. Et aujourd'hui, on veut répartir tout le personnel sur toutes les communes, y compris celles qui avaient leur propre régie. Donc on leur donne des charges supplémentaires, ce qui est inacceptable. Bon, et là, effectivement, c'est la responsabilité des élus que de ne pas prévoir, de ne pas faire les choses comme il se doit. Très bien. Et je suis sur l'eau, pour finir sur l'eau. Je suis aussi dur avec l'État. L'État était chargé du contrôle financier. L'État était chargé du contrôle du SIAG. Que diable l'État n'a-t-il rien dit? Il s'est tu. Comme l'État s'est tu sur l'État, l'État a laissé un État en 1982 du patrimoine exécrable, les lycées, les collèges, l'assainissement,
tout ça, l'État s'en occupait. Mais c'est dans un état de délabrement total. Donc tout l'argent neuf qui est venu, l'argent nouveau qui est venu de la décentralisation, collectivité régionale et puis département, tout cet argent-là a été utilisé à réparer les fautes de l'État et en paye encore les conséquences jusqu'à présent. L'État est complice de la situation d'aujourd'hui, l'État général de la Guadeloupe, et l'État est complice sur les questions de l'eau également. L'autonomie ou l'évolution statutaire de la Guadeloupe, c'est un leurre ou un objectif potentiellement atteignable, voire souhaitable? Excellente question, Merci, sauf qu'elle est posée au mauvais moment. Elle est posée au mauvais moment, pourquoi? Je m'explique. Tout d'un coup, sortant de son chapeau, le ministre de l'Outre-mer se permet de dire « oui, on va étudier la question de l'autonomie ». Et comme vous me l'apprenez ce matin, c'est renchéri par le président de la République. Alors qu'il est question de choses concrètes, il est question de choses pratico-pratiques. Que diable n'ont-ils entendu l'appel à l'autonomie exprimé déjà par le Parti communiste guadeloupéen depuis les années 1956? Que diable n'ont-ils pas compris les appels à plus de liberté? Je ne dis pas d'homiciation du pouvoir, ça encore c'est un faux concept pour tromper les gens. Comme quand on dit penser Guadeloupe, agir Guadeloupe, ça je veux voir. Hein? Bon, je veux voir. Et donc tout ça fait que ce sont des données qui sont là depuis longtemps et l'État n'y répond pas. Et comme par hasard, parce qu'il y a une situation de rupture, parce qu'il y a une situation difficile, on utilise le concept d'autonomie. Tout ça pour faire peur à la population, pour qu'il y ait moins de gens sur les barricades, qu'il y ait moins de contestations, etc. etc. Il faut arrêter. C'est pas sérieux. C'est prendre encore une fois la population guadeloupéenne sous la forme de mépris. En attendant, comment on en sort? On en sort par une réunion du Congrès. Il faut une réunion du Congrès de l'ensemble des élus guadeloupéens et qu'ils puissent adopter la motion que je viens de signifier, que j'ai signifiée par courrier au président des deux assemblées, aux parlementaires. C'est-à-dire, finalement, parce que c'est ça le but de la politique. C'est-à-dire, finalement, il faut que le politique prenne des décisions qui montrent qu'il est du côté du peuple. C'est le sentiment contraire que nous avons aujourd'hui, que les élus ont lâché le peuple. Il faut qu'ils reviennent là où ils ont tiré leur pouvoir. Il faut qu'ils reviennent vers le peuple. Il faut que la politique se résume à être une vision d'avenir là-dessus. Et là, le peuple va reprendre espoir. À charge pour le peuple d'arrêter de voter pour les cousins, pour les frères, c'est beaucoup en moins, mais de voter rationnellement aussi pour des candidats qui sont capables d'assumer leurs fonctions et qui ne se cachent pas, qui ne sont pas là, des candidats qui ne sont pas là pour la représentation et la communication, simplement, hein, pour leur représentation sociale. Quand j'entends dire un directeur d'école dire qu'il préfère être élu que directeur d'école, il a plus de représentativité, mon Dieu, c'est dramatique. Et donc, il faut aussi que quand on vote, on prenne nos responsabilités, qu'on ne vote pas dans n'importe quel sens, mais il faut qu'on vote pour les travailleurs, il faut qu'on vote pour des courageux. Parce que le courage nous manque aujourd'hui, nous vivons genoux à terre, échine courbée. Merci pour votre fidélité, on se retrouve très vite sur votre chaîne locale.